Bien, bonjour à tous. Nos invités sont là. Ils nous attendaient déjà. Madame Marlene Dabouillon, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Louis. Elle est autrice d'un pavé. Voilà, ça s'appelle Faire face à la maladie mentale. Et on est là dans l'année, justement, de la santé mentale. On va en parler avec elle tout à l'heure. Le deuxième invité aussi, monsieur Birion, c'est aussi un autre pavé aussi. Sous mai 67, peut-être un des livres les plus abouti, je vais dire, puisqu'on apprend beaucoup de choses dans cet ouvrage, publié en 2017, il n'y a pas eu mieux. Il y a des histoires de mai 67, et puis il y a un petit ouvrage que je ne connaissais pas, j'avoue, dans l'intimité de la défense des patriotes, entretien avec Maître Henri Leclerc et Maître Montin, tous les disparus, Maître Montin qui vient de disparaître il y a moins de mois. On va parler avec eux. Gilles Anduze, encore un nom connu, sera avec nous tout à l'heure. C'est le fils de Eddie Arnel et Lindsay Sylvain. Pour terminer, sinon l'actualité, c'est une mannequin de retour. Oui, bonjour Danick, bonjour à tous. Aujourd'hui, au niveau de l'actualité, on parlera de la CNBT qui met en place le GALPA. Donc, c'est un nouveau plan pour les marins pêcheurs. Un dispositif qui va financer des initiatives locales visant à valoriser les produits de la mer et la structuration de la filière. On parlera aussi de la journée mondiale de la fibromyalgie, soulager et sensibiliser. Donc, une manifestation a lieu au domaine de Taounaba par l'association Fibromyalgie Guadeloupe et Handicap Invisible. On parlera Open Justice pour être plus proche des citoyens. Donc, c'est une nouvelle démarche qui permet de renforcer la transparence et la proximité avec les citoyens. On reviendra sur ce sujet ainsi que sur la sensibilisation à la prévention de la mangrove. Donc, mangrove qui est un écosystème vital pour la biodiversité, et des ateliers pour les plus jeunes ont été mis en place afin de les sensibiliser. Et on terminera sur Petit-Bourg avec les foulées qui ont eu lieu pour sensibiliser au handicap et au sport de façon inclusive. Voilà, mais merci, on te retrouve tout à l'heure pour le développement. Alors je disais qu'on a comme invité Marlene Dabouillon, elle est docteure de l'université depuis longtemps, elle est sciences sociales, elle a commencé comme infirmière, on se souvient, il y a très longtemps, je crois, et aujourd'hui elle est cadre supérieur de la santé publique, et je ne suis pas sûr que ce soit pour la promotion du livre seulement que vous êtes là, Madame Dabouillon. Je suis de passage ici pour former les infirmières. Oui. Et vous voyez, on n'est jamais maître chez soi. Hein. La dernière fois qu'on était venu, on parlait, vous me disiez, mais pourquoi vous n'allez pas à l'IPSI? Oui. Eh bien, savez-vous, quand j'étais à un colloque à Rennes, je rencontre la directrice de Saint-Claude, la directrice de la structure de psychiatrie de Guadeloupe. Oui. Et à l'occasion, je lui parle de ce livre-là, que j'étais déjà venue présenter chez vous. Bien sûr. Et elle me dit, vous faites ça, madame? Eh bien, mais il y a longtemps que je cherche quelqu'un pour m'enseigner ça en Guadeloupe. Donc, je suis là parce que elle m'a confié un groupe sur Pointe-à-Pitre, un groupe d'infirmières sur Pointe-à-Pitre. Donc, j'ai fait une semaine de théorie et une semaine de battement. C'est pour ça que je viens chez vous. Et la troisième semaine, je prends encore le même groupe. Un groupe intéressé et intéressant. Mais uniquement sur la santé mentale ou d'une manière générale? Non, des gens qui travaillent en psychiatrie. En psychiatrie. Uniquement sur qu'est-ce qu'ils font en psychiatrie et comment ils peuvent avoir des outils pour s'auto-évaluer. Oui. Voilà, parce que quand on est en psychiatrie, on travaille, il faut qu'on fasse de la formation continue. Oui. Donc, je fais ça sur Pointe-à-Pitre. Et le mois prochain, je repars chez moi après, dans la maison où j'habite. Je vous ai dit que je suis locataire en France métropolitaine. Vous n'aimez pas ça, mais c'est le cas. Guadeloupéenne en résidence en France. Oui. Donc, je retourne pendant une semaine pour faire des soins des yeux. Et au mois de juin, je reviens pour faire la même formation, mais aux infirmières de Basse-Terre. Ah, quand même. Voilà. Ah ben oui, parce que c'est où il y a plus d'infirmiers. Parce que, vous savez, les infirmiers qui étaient à Pointe-à-Pitre, quand moi je travaillais à Pointe-à-Pitre, ils étaient reliés au CHU. Maintenant, il y avait deux structures. Service de psy au CHU et hôpital psychiatrique à Saint-Claude. Maintenant, il y a le service de santé mentale de Guadeloupe. Donc, les gens qui travaillent à Pointe-à-Pitre sont reliés administrativement à Saint-Claude. Et le directeur, c'est une directrice que j'ai connue, mais vraiment, c'est une jeune personne. Il faut faire confiance aux jeunes. La dame doit avoir 55 ans, l'âge des enfants, quoi. Et c'est elle qui a eu l'opportunité de comprendre. En passant, si on était ici, si on était ni, là, ça, hein. Fille là dit son bitin. Mais faut virer. Oui, il faut en virer, Dani. Son bitin pour faire. Et la dame, on a fait un projet et ça a marché. Voilà. Mais c'est une jeune personne. Elle s'appelle Madame Gigaï. C'est une
Alors, il faut quand même qu'on parle un petit peu de la maladie mentale. Et je profite pour vous présenter le dernier livre. Oui, parce que j'ai entendu que un Guadeloupéen sur 4 souffre de santé mentale, de problèmes mentaux. Il va souffrir de problèmes mentaux ou problèmes psychiatriques ou problèmes psychologiques. Comment on explique ça? Comment on explique ça? Alors, j'ai pas envie de revenir à Fanon avec ceux qui disent dans Peau noire et masque blanc sur la santé mentale du colonisé, mais je me pose quand même la question. Danick, tu es malade. Si tu as un diabète ici, comment tu vas dire mon diabète, tu peux avoir un diabète en France, c'est une maladie, c'est universel la maladie mentale. Oui, d'accord. Donc, et quand tu es dans des sociétés évoluées, plus tu es dans des sociétés occidentalisées ou évoluées, il y a des pathologies qui sont en corrélation avec les troubles de la société. Mais il y a une part qui est physique, parce que tu as quelque chose au niveau des neurones ou la transmission, il y a des problèmes. Donc, je t'ai bien dit, la maladie mentale, c'est une maladie universelle. Oui. Et je t'ai dit, la seule chose qui change, j'étais venu pour t'expliquer ça, c'est la façon dont nous appréhendons la maladie mentale. Et c'est les réponses que nous donnons. Mais il n'est pas dit que lorsque j'étais enfant, il y avait des gens toujours malades. Mais la société guadeloupéenne absorbait mieux leurs malades. Et il n'y avait pas encore de pathologie, tellement de pathologies sociales. Les gens buvaient du rhum et il y avait des gens qui étaient alcooliques. Oui. Après, quand les drogues sont venues, donc il y a les pathologies modernes qui font que tu auras un pourcentage comme ça par rapport à ces problèmes de société. Tu auras des ludopathes, tu as des enfants, voilà, il y a une maladie. Donc il y a toutes sortes de pathologies d'origine, si tu veux, avec un environnement qui est dominant, et il y a toutes sortes de pathologies liées à la sociopathie. Donc la pathologie, c'est quelque chose, pathologie mentale, c'est quelque chose d'universel. Voilà. Nous pas ni plus fous, ni moins fous que monde. En région parisienne, c'est pareil. D'accord. Par contre, il y a une phase... tu es en train de me dire que le système colonial n'a rien à voir avec... non, je n'ai pas dit ça. Ah bon? Dans les traumatismes que tu as reçus, dans le lieu, parce qu'il y a une composante environnementale. Quand tu es malade, il y a plusieurs composantes. On dit même qu'il y a une composante génétique. Oui. Donc, il y a une composante physique, une composante psychologique, une composante environnementale. Et c'est la conjonction de tout ça. Parce que tous les gens colonisés ne sont pas fous. Tous les gens qui ont un parent malade mental ne deviennent pas malade mental. Oui. J'ai même connu à Saint-Claude 2 malades mentaux hospitalisés qui font un enfant et l'enfant est super intelligent. Donc, c'est une conjonction des différents facteurs qui te donnent la maladie mentale. Voilà. Alors, ce livre, je l'ai feuilleté parce que bon, je ne suis pas spécialiste de la maladie mentale. Je ne vais pas dire qu'il est compliqué, mais il est très spécialisé. Hein. Il est très spécialisé, mais disons qu'il est un peu complexe. Ce n'est pas un problème, non, ça. C'est vrai. C'est pas un problème. Alors, j'ai fait un choix. C'est une méthodologie, pratiquement, ce livre. Je vais vous expliquer, M. Sandonis. J'ai fait un choix. C'est l'année de la santé mentale. Oui. Tu ne pourras pas traiter en un ouvrage toutes les questions qui intéressent la pathologie mentale. Oui. Pour moi, il y a une question que je trouvais essentielle, c'est la question des professionnels eux-mêmes. Oui. Je t'ai dit la dernière fois qu'on me paye en France pour former les gens qui viennent en psychiatrie parce qu'ils ne connaissent pas assez. La formation a changé. Ils forment des infirmiers en soins généraux et un infirmière générale. Et après, tu peux tomber dans un service de psychiatrie. On avait mis en tête de former une spécialité, mais c'est en cours, ils n'ont jamais formé. Donc, les gens qui sont dans le service, ils n'ont pas suffisamment de connaissances et de background pour soigner. Donc, les gens qui vont travailler en psy, l'État paye pour la formation continue. Et je fais ça en France métropolitaine. Mais je me dis, s'ils ont ce problème-là en France, il y a certainement le problème en Guadeloupe. Donc, j'ai décidé, ce qui me paraissait le plus important, de faire un ouvrage pour les professionnels de santé. J'ai bien compris. Voilà. Et donc, il y a des éléments complexes qui font que je ne vais pas redonner des explications basiques. Oui. Donc, ce livre-là, c'est un livre pour professionnels. Je suis sûre que l'année de la psychiatrie, j'ai vu des gens venir ici, l'année de la psychiatrie, il y a plein de psychiatres qui font un focus sur un problème concernant le patient et la famille, et ils développent sur ça. Moi qui suis enseignant de
en psychiatrie, j'ai choisi de faire un focus sur ce qui leur manque et leur donner quelques outils. Voilà. C'est pour ça que ce livre-là, c'est... Et même plus, peut-être un film un jour. Bon, nous ne pouvons pas aider ça un autre jour. Alors, je viens vers Julien Mérillon, Autopsie politique du massacre de mai 67. C'est un livre sorti en 2017, qui fait le total de ce qui n'avait pas été dit. Et parce que j'ai relu avec plaisir la partie, comment s'appelle notre goubérien national. Goubert. Oui, notre goubérien national. Pour les plaisants qu'ils aient. Oui, on a quelqu'un qui travaillait sur l'Afrique, sur les Antilles, qui a beaucoup actionné pendant mai 67. Il y a un grand chapitre là-dessus, lui. Ah bon. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, alors, il faut bien comprendre que mon objectif, quand j'ai entrepris d'écrire ce livre, c'était d'appréhender, et d'ailleurs je l'ai appelé autopsie. Oui, autopsie, c'est bien autopsie. C'est bien autopsie. C'est pas tellement les faits historiques en eux-mêmes. Bon, je crois que ça, on commence à connaître. Suffisamment, on commence à connaître. Oui. Mais il fallait chercher les causes. Voilà. Et si j'ai choisi de l'appeler autopsie, c'est suite à, je crois qu'on se souvient de ce fameux rapport de la commission Stora, qui la première fois avait conclu à ce que c'est un massacre. Voilà. Puisqu'autrefois c'était émeute. Oui, événement. Les événements de mai 67. Oui. Et là, une commission d'historiens quand même relativement connus, parle de massacre. Ouais. Donc moi, je pars de cette idée que si massacre il y a, donc on a tué, et c'est une clause de style peut-être, mais il faut rechercher maintenant, à côté du cadavre, ou des cadavres, un peu, quelle a été la cause de ce massacre. Et c'est un peu la double dimension que j'ai voulu donner, une dimension géopolitique, c'est-à-dire essayer de comprendre à partir de la géopolitique, globalement, quels étaient les événements, qu'est-ce qui avait conduit à ce massacre. Et une deuxième, et c'est là qu'on fait à nos fameux goubériens, en l'occurrence M. Faucard, en l'occurrence M. Jacques Faucard, quels étaient les acteurs et ceux qui avaient actionné l'affaire. Et je crois que, à ce niveau-là, c'est intéressant de voir qu'on a deux personnages. Alors, Faucard, à l'époque, j'ai fait un certain nombre de recherches qui m'ont amené en particulier à comprendre qu'il avait la main. Ah, totalement. Il avait la main. C'est même pas Bigot qui avait la main. C'est lui. Le vice était complètement à côté. Même pas de Gaulle, mais c'est lui qui avait la main. À telle enseigne qu'au travers des documents que j'ai pu avoir, il a fait partir un escadron le vendredi soir. Biot n'est pas au courant, De Gaulle n'est pas au courant. Il informe De Gaulle le lendemain matin. Et j'ai fait partir un escadron pour la Guadeloupe. Ceux qui allaient partir le jour. Et il y a ceux qui allaient partir maintenant, qui étaient là, qui étaient venus pour les événements de mars à Basse-Terre, qui rentraient en France. Et il dit non, l'avion ne part pas, il reste là. Ouais. Et ces soldats, ces gendarmes qui allaient partir, qui étaient là depuis mars, avril, mai, 3 mois, on leur dit qu'ils vont rentrer pour la fête des mères. Parce que la fête des mères, c'était le dimanche. Oui, tout à fait. Ils vont rentrer pour la fête des mères. Oh, nous voilà, c'est pas que le vendredi, au moment où ils vont à l'aéroport, on leur dit non. Vous ne partez plus, vous restez ici. Et alors, bien évidemment, on peut expliquer certains faits de sauvagerie par ça, mais je crois qu'il y a là les deux éléments que j'ai voulu bien mettre en évidence, c'est-à-dire la géopolitique, c'est-à-dire le contexte général, et d'autre part les acteurs qui ont été véritablement ceux qui ont poussé, qui ont donné l'ordre, qui ont été à la manœuvre pendant cette période. Donc, moi, ce qui ressort de ça, c'est qu'en fait, et ça n'est ressorti dans que nous voyons, j'ai lu tous les ouvrages sur mai 67, que Faucard a été véritablement l'acteur principal. Hein. Ça a été l'acteur principal, ça a été le maître d'œuvre. On va l'appeler comme ça, on va dire que c'est lui le maître d'œuvre. Alors, que je dise, et il faut que les auditeurs le sachent, Jacques Faucard est issu d'une famille bastérienne. Ouais. Sa mère, Madame de Courtemanche, qui est un nom de la région, connue en Guadeloupe, rencontre Monsieur Faucard, qui lui, de la région alsacienne, et il décide, de s'installer en Guadeloupe. Alors,
Jacques Faucard n'est pas né en Guadeloupe, il est né en France, mais il passe une partie de sa jeunesse, je crois, c'est ça à Gourbert, où le père, entre-temps, a acheté des terrains, il est dans la banane, mais mieux, il devient maire de Gourbert. Tout à fait. Il devient maire de Gourbert, Guillaume Faucard. Et au moment où je parle, et d'ailleurs j'en ai montré la photo dans l'ouvrage, il y a une rue encore. Toujours qu'on voit. Dès qu'on passe à Gourbert, on voit la rue Faucard. La rue Guillaume Faucard qui existe encore. Donc, ça a été effectivement celui qui connaissait l'environnement. Très bien, qui connaissait très bien l'environnement, qui avait des contacts. Et je peux citer sans hésiter, il y avait Shrensky, bien évidemment, bien sûr, qui était son ami, contact, etc., qui avait organisé les élections pour lui au mois de mars, et s'y avait battu Gertie Archimède au profit d'Albertine Baclay, ça il faut le savoir aussi, qui a provoqué les événements que nous connaissons. Et il y a son autre ami, frère, qui est Raymond Viviès. Oui. Raymond Viviès, son autre ami frère. Donc, responsable chez l'UNR, ça s'appelait à l'époque, c'est ça? Qui c'est? L'UNR, ça s'appelait. Oui. Donc voilà un peu comment les choses sont tenues à cette époque par Faucard et autres. Donc c'est un peu ce que j'ai voulu mettre en évidence. Je veux dire une chose, Danick. J'ai fait le tour. J'ai trouvé 28 ouvrages consacré à mai 67. C'est vrai. Il n'y a aucun événement en Guadeloupe qui ait suscité une telle production. Et quand je dis 28 ouvrages, alors il y a d'abord des récits personnels de Rhodes, tout à fait, de Lauriette, Bagatelle pour un massacre, etc. Ça, c'est des récits personnels. Et non, même avant ça, Félix Rhodes avait fait 163 jours, 163, etc. Donc, on a 28 ouvrages où il y a des récits personnels, il y a des comptes rendus. C'est le fameux procès des patriotes où il y a le compte rendu du procès qui se déroule devant la Cour de sûreté de l'État en février 1968. On a bien évidemment des romans. Il y a des romans sous la question. Il y a des pièces de théâtre. Il y a une pièce de théâtre. Et il y a même un roman policier. Sur, quand on qui a fait un roman policier. Donc, tous les genres littéraires. Sans compter les poèmes. La poésie, alors, elle a été extrêmement importante. Il y a tous les genres littéraires autour de cette question importante, ce qui montre bien que mai 67 occupe une place quand même relativement, on peut dire, essentielle, fondamentale dans l'histoire politique récente de la Guadeloupe. Et c'est un peu cette idée qui a, dans la discussion que j'ai eue avec Régine Jazo, qui nous a un peu poussé à dire que il faut qu'on parte de cette idée que le livre sur mai 67 peut être l'élément déclencheur d'une certaine compréhension. Et c'est pourquoi on va organiser vendredi 16 à la médiathèque de Pointe-à-Pitre, on va organiser cette manifestation où, évidemment, là ne seront représentés que les éditions Jazor. Je te signale en passant qu'il y a un écrivain qui n'est pas content, tu es au courant? Ah non Ah oui, Roger Valli. Roger Valli, oui. Qui j'arrive pas à inviter moi, alors que j'ai édité chez Jazor un ouvrage sur mai 67. Oui, je sais, mais parmi les 28, je les comptais notamment. Et c'est vrai que alors moi, les choix sont les choix. Quand Roger se rassure, c'est pas moi. Non, je lui ai pas encore répondu. J'ai dit, j'attendais pour lui répondre, mais j'ai eu Régine. C'est un oubli, je pense. Ouais, c'est un oubli, et à mon avis, alors, il y a... là, elle a... C'est ça sur 3 livres. Le premier, c'est un ouvrage qui avait été écrit dans Études guadeloupéennes, où d'ailleurs, j'avais écrit un article. Absolument. Ça paraît... Études guadeloupéennes, il faut le dire, c'est la graine, c'est notre ami, comment il s'appelle Combé, avec Servat et compagnie. Avec Servat, qui avait créé Études guadeloupéennes. Et alors, petite histoire sur ce livre qui paraît en 2007-2008, je crois. 2007. Je tombe sur la famille Angèle. Et je rentre en contact avec mon fils qui me dit, oui, mon père est mort. Il est mort pendant les événements 1967. On l'a vu la dernière fois, c'était le samedi soir à la clinique Lemesse. Et depuis, on n'a aucun signe. On sait qu'il est mort. On nous a dit qu'il est mort.
On n'a pas d'acte de décès. On ne sait pas où il est enterré. Et donc, je vais le voir, je fais une interview de lui. Et puis, je me dis quand même, c'est pas normal. Je fais une enquête à la ville de Pointe-à-Pitre, dans le service d'état civil. Et je demande à voir toutes les personnes qui sont décédées entre le 27 et le 29 mai. Donc, je cherche. Et finalement, je tombe sur l'acte de décès. Mais l'acte de décès n'est pas au nom d'Angèle. Et il déclamait Angèle parce qu'entre-temps, il avait été reconnu par son père. Et donc, l'acte de décès est au nom de son père. Et c'est la raison pour laquelle il n'avait pas pu l'avoir. Donc, j'ai demandé une copie et je l'ai apportée à la famille Saint-Angèle. Mais ça, c'est un vrai cadeau, ça. Ah ouais, c'est un vrai donc, cadeau. on a pu retrouver la sépulture, non. Non, pas la sépulture. Pas la sépulture. Oui. Autre chose, à la parution de ce livre. Il y a des choses qui sont extraordinaires, hein. Il y a une jeune fille, je suis en séance de signature chez Jazor, qui s'approche. Elle me dit, je suis la fille de Tidas. Je n'ai jamais parlé de ça. Je refusais de parler. Mais maintenant, ça fait 50 ans, je veux en parler avec vous. Je dis, mais il fallait venir 6 mois auparavant, j'aurais mis ça dans le livre. Et on a échangé là-dessus. Je lui ai dit, bon, si jamais il y a une nouvelle édition, je la contacterai pour avoir son point de vue. Donc, tout ça pour vous dire que, bon, en réalité, il y a une chose que l'on observe, c'est que si pendant la période entre 1967, 68, 69, 70, il y a eu une espèce d'omerta. Totalement. Les C'est ce que gens j'allais dire, ont justement. peur de parler. Un trauma même, un trauma. Comment les gens ont peur de parler. Ouais. Ils ne parlent pas. Mais il y a encore des témoignages à venir. Mais je sais, très certainement. Très certainement, il y a des choses qu'on ne sait pas, on sait toujours pas. Et puis, in fine, bon, maintenant, je crois que comme on en a parlé, la presse en parle maintenant, il y a de plus en plus d'ouvrages, il y a de plus en plus même de... Alors, j'ai parlé des ouvrages, mais le nombre de documentaires, la série faite par Danix Andonis même, etc. Donc, autant de choses. Je donne une petite info, Barney pense faire un film sur mai 67. Eh ben, et j'avais rencontré un jeune qui avait fait quelque chose, il y a de cela peut-être une dizaine d'années, qui était passé à la télé. Il vit en France, un jeune Guadeloupéen, et quand il était rentré, il avait demandé à ses parents et à sa famille, pourquoi vous m'avez jamais parlé de mai 1967 ? Mais nous parlons parler de ces ça. C'est la question. J'avais discuté longuement avec lui. Oui. Il y a une nouvelle édition, c'est prévu? A priori, enfin, on m'en a parlé, oui, on devrait en faire une. Oui. Enrichi. Enrichi, ah oui, certainement. Enrichi. Si on prend le temps de faire une nouvelle édition, on va l'enrichir à tous les coups. Bon. Alors, rendez-vous donc vendredi? Vendredi à 18h à la médiathèque Achille René Braneuf à Pointe-à-Pitre. Et là, bon, nous allons tourner autour des livres, mais aussi, bon, s'il y a des gens qui ont des témoignages, des gens qui ont des choses à porter, je crois que ça c'est bienvenu. On n'aura pas fini d'enrichir la connaissance de ce massacre de mai 1960. Alors, j'ai envie de dire, avant de terminer, Julien, ce serait peut-être bien que cette conférence se fasse à Bastère un jour. Que cette conférence se fasse à Bastère. Parce que c'est là toute vite à bâtir. C'est vrai. C'est là ça bâtit. J'espère que Madame Régine Jazor est en train de t'écouter. Oui, écoutez. Donc, non, parce que qu'on voit la liste des Bastéliens qui ont été arrêtés en mars 67 et même après. Et puis, je montre bien que les événements partent de Bastère. Mais oui, ça part de Bastère. Ça part de Bastère. Le 22 mars 1967, c'est bien à Bastère que le chien de Schrensky attaque Balzac. Donc, c'est bien de Bastère que les choses partent. Et il est clair que, Bastère a un rôle central. Et je voulais dire avant de terminer qu'il y a beaucoup de mensonges de Foucault qui sont démentis dans cet ouvrage. Et ça, c'est intéressant parce qu'il a laissé penser que c'est des gens du Gong qui étaient descendus à Bastère. On avait arrêté 17 militants du Gong. Enfin, l'eau blague. Et le pire, c'est qu'il y a une commission d'enquête. Par le juge Vigourou qui est menée à l'époque. Et cette commission d'enquête va sur le terrain. Et elle a un rôle bien précis. On lui dit, mais il faut démontrer que c'est le Gong qui a organisé ça. Et la conclusion est simple. Non, ce n'est pas le Gong. Même si le Gong a une propagande, etc., mais on ne peut pas considérer que c'est le Gong qui est un acteur direct de ces événements, et de Bastère, et de Pointe-à-Pitre.
Rendez-vous vendredi pour cette conférence et j'espère, Régine nous va écouter de nous, qu'il faudra faire une édition à Bastille. Alors je rappelle, cet ouvrage, il est déjà en vente en Guadeloupe, madame Pas en Guadeloupe. Il faut commander, mais oui, il y a des difficultés par rapport à l'approvisionnement, il y a des problèmes. Donc il faut commander sur Internet, sur Amazon. Oui. Et juste un petit mot sur le petit bouquin là qui va faire l'objet d'un film, comment il s'appelait déjà? Folie douce et Folie douce, voilà. Alors, en passant vendredi, je le représente à la médiathèque du Gosier. Voilà. Ah, c'est intéressant. Il faut le lire, Julien. Ah non, vraiment intéressant. Voilà, 13h, oui, on a pris du retard. Je sais, c'est à cause de moi, mais il fallait qu'on parle un petit peu. On prend la première pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite du ZCL avec Gilles Anduze qui viendra nous parler de Mangwa. Tout à l'heure, à tout de suite. Exactement 13h08, on essaie de rattraper le temps. On va aller vite. On va recevoir dans un instant Monsieur Anduze. Avec lui, on va parler de Ma chère Nation Guadeloupe. Ce sera quoi? En 2 mots avant de... Alors, c'est une randonnée pédagogique. Oui, une randonnée pédagogique. C'est quel jour? C'est ce dimanche. Ce dimanche, départ à Saint-Claude. Saint-Claude. On y revient dans un instant. Pour l'heure, on revient à l'actualité rapidement avec Iman et Ibati. On va parler de la CNBT qui lance le GALPA. C'est un plan pour les marins-pêcheurs. C'est un plan justement innovant pour permettre de soutenir et financer les projets et initiatives locales visant la valorisation des produits de la mer et la structuration de la filière. On voit un reportage de Charlie Dagonia concernant ce sujet. La CNBT affiche sa volonté d'équiper le territoire d'éléments structurants dans le domaine économique de manière à assurer son développement. Donc après l'inauguration de la maison des entreprises, après le village artisanal à Déhé la semaine dernière, et l'inauguration des différentes bases nautiques, aujourd'hui nous avons lancé le dispositif GALBA. Le dispositif GALBA qui est dédié uniquement aux activités nautisme, l'aquaculture, la pêche, l'environnement marin, l'environnement sur le littoral. Donc, nous invitons tous les porteurs de projets à se rapprocher de la CNBT et pour pouvoir bénéficier de ces fonds qui peuvent aller jusqu'à 85% de l'investissement. Et au niveau de la maison de l'entreprise, ils vont pouvoir bénéficier de tout un accompagnement et conseillers qui pourront leur aider à monter leur dossier jusqu'à l'obtention de ces différents fonds. Oui, c'est un dispositif très important, très attendu par les marins-pêcheurs. Parce que comme vous le savez, en ce moment, on éprouve beaucoup de difficultés à fonctionner dans notre secteur d'activité. Et toutes les subventions sont les bienvenues. Et en plus, même pour la relève, pour pouvoir créer d'autres entreprises de pêche. Ce dispositif s'adresse à beaucoup de partenaires, en particulier les entreprises principalement, mais aussi une association qui a un projet dans ce domaine, mais également même une collectivité qui voudrait intervenir dans ce domaine dès lors que nous restons dans les compétences de l'aquaculture, de la pêche, de l'environnement marin, des activités nautisme ou de tourisme liées à la mer. Ça m'a fait vraiment plaisir d'y participer parce que c'est des aides, c'est quand même des aides qui sont mises à disposition des Guadeloupéens et qui feront bénéficier, quoi. Après, c'est vrai que c'est des aides qui sont mises en place de façon à créer de la plus-value pour nos artisans, mais qui veulent déjà et qui peuvent déjà, quoi. Donc c'est des aides, comme si j'ai bien compris, c'est une aide qui va jusqu'à 100 000 euros et où on peut de 85% jusqu'à 100% être remboursé, quoi. Donc je pense que c'est un avantage pour même certains professionnels s'ils veulent agrandir et évoluer dans leur domaine. Donc c'est vrai que ça peut être un bon coup de pouce pour les artisans déjà en place et les nouveaux qui veulent s'investir dans ce milieu. Voilà donc une belle initiative qui marque l'importance de renforcer l'attractivité du territoire et donc ça va aller dans ce sens. On va parler des foulées de Petit-Bourg qui ont eu lieu, une course inclusive qui a eu lieu ce week-end mettant à l'honneur le sport pour tous, organisée par un foyer en partenariat avec la ville de Petit-Bourg. Cette manifestation a rassemblé plusieurs participants. On voit un reportage de Charlie Dagonia.
Nous sommes actuellement au foyer socioculturel de la ville de Petit-Bourg dans le cadre du vernissage qui a lieu ce soir pour le Petit-Bourg Art Festival 2025. Depuis 2020, nous tendons à mettre en lumière les artistes, peintres et autres. Et le Petit-Bourg Art Festival justement est un chantier culturel qui permet de mettre en lumière tous ces artistes qui sont chez eux, qui n'osent pas exposer ou bien qui n'ont pas de possibilité d'exposer. Donc c'est vraiment de leur permettre de pouvoir s'exporter et vendre leurs œuvres parce que beaucoup d'artistes vivent de leur passion, de leur art. Et donc du coup c'est naturellement pour cela que nous avons décidé de pouvoir les mettre en lumière et leur permettre d'exposer ici à Petit-Bourg. C'est une association qui s'est donnée pour mission d'aider les artistes à exposer dans le but de les professionnaliser. Donc le principe, c'est de trouver des lieux de monstration pour les artistes. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé des partenariats avec les collectivités, les villes, les entreprises, l'UDMEDEF, de façon à multiplier les possibilités d'exposition des artistes. Donc on a des artistes qui vont exposer dans des entreprises à Jarry ou dans des salles des villes, dans des hôtels, etc. C'est sorti tout seul, ça j'y peux rien du tout. Moi j'étais une petite gamine qui bégayait, qui était introvertie. Et la peinture, ça m'a explosé, quoi. Ça m'a permis de me recentrer sur moi-même, de me canaliser. Et voilà, c'est comme ça. Et puis la bricole aussi, enfin bon, c'est un tout, quoi. Alors, le mandala, j'ai commencé depuis toute petite, donc d'abord par du remplissage, et puis progressivement, j'ai commencé à créer mes mandalas à main levée. Et du coup, au fil de rencontres avec certains artistes, j'ai commencé à mélanger le mandala avec la peinture pour apporter un peu plus de couleur, et du coup à l'utiliser pour pouvoir mettre en avant souvent la femme. Pour moi, la meilleure chose pour m'exprimer, c'était vraiment travailler sur des personnages qui existent, c'est-à-dire des visages, pour travailler sur l'émotion, sur vraiment travailler sur transmettre une émotion surtout, que ça soit par des visages de personnes âgées. On voit vraiment le tracé des âges sur leur visage, ou que ça soit sur l'innocence d'une jeunesse ou d'un petit enfant, ou, voilà, comme ici. Nous restons fidèles à l'engagement que nous avons pris, faire de Petit-Bourg un territoire, une scène pour l'expression des artistes. Et ce soir, nous recevons 3 artistes de la Guadeloupe. Nous aurons le plaisir de recevoir aussi des enfants qui vont les interroger, des enfants avec qui ils vont partager des moments d'apprentissage dans le cadre d'ateliers. Ce soir, c'est le vernissage. Nous recevons un public nombreux qui vient de partout, qui vient aussi de Petit-Bourg, des coins les plus retirés. Nous avons de belles œuvres ici. Nous avons surtout des mobiliers décoratifs. Et j'invite vraiment toute notre population, à la fois de Petit-Bourg, mais la population de Guadeloupe de manière générale, à venir ici découvrir des artistes, découvrir des œuvres et surtout acheter des œuvres. Du plus jeune âge jusqu'au plus ancien, nous avons de bons compétiteurs dans ce secteur. Alors, ce n'est pas seulement une compétition, c'est un moment de joie. On voit bien qu'il y a du plaisir et les personnes sont contentes de participer à ça. Et donc, tout le bonheur, c'est pour nous, avoir de l'activité dans notre centre-bourg. Et puis, ça confirme la dynamique de la ville de Petit-Bourg qui offre des activités sportives à toute sa population et surtout aux associations qui ont besoin de moments d'échange comme ça et de compétition en toute convivialité. Aujourd'hui, ça fait 9 ans, mais 7e édition, les 5 km sport et handicap à Petit-Bourg. Aux environs de 200 inscrits. Il y a la course et la marche, mais on s'est rendu compte que à 70%, il y avait les coureurs, très peu de marcheurs. Ismaël, oui, c'est quelqu'un que je côtoie sur la route, parce que moi-même, je suis coureur à pied. Donc c'est très bon. Je m'attendais à un autre coureur, mais il m'a vraiment étonné aujourd'hui. Il a été très vite. Je suis parti vite. J'ai décidé de laisser aucune chance. De voir si je craque pas. Ça m'est déjà arrivé de craquer. Là, j'ai pas craqué, c'est très bien. C'est bizarre puisque la forme n'est pas censée être là, mais le corps, des fois, on peut pas calculer précisément. Donc ça fait du bien, une petite victoire. J'avais le mental, il y avait de grosses cotes, c'est pas mon profil forcément, mais
J'avais le mental aujourd'hui et ça passe. La manifestation du 5 km des foulées vertes du rond-point, c'est également la première étape du challenge du conseil départemental co-organisé par la Ligue guadeloupéenne et la collectivité. Donc on remercie en tout cas l'organisateur puisqu'il a bien voulu se porter partenaire avec nous pour que sa course serve de support. C'est une manifestation quand même qui est de grande envergure puisqu'il y a pas mal de coureurs qui étaient la semaine dernière sur le semi-marathon. Donc c'est pour vous dire aussi qu'elle est très attendue et très suivie et avec des performances de qualité. Alors on va passer des foulées vertes aux randonnées pédagogiques, puisque nous avons avec nous Jules Andus et Mangwa. Deux petits mots quand même, Mangwa Kassaye pour les gens qui passent avant. C'est les gens qui passent avant. Bien bonjour, Mangwa, c'est une association. C'est une association qui veut dire marcher en nation Guadeloupe. Ouais. Donc, l'objectif de l'association là, c'est de mener les gens en l'histoire, mais de façon géographique, donc de mener aussi les terrains pour montrer qu'est-ce qui passe en pays là, selon différentes thématiques que nous avons abordées. Donc, l'objectif là dans ça, c'est de montrer que l'histoire c'est un truc spatial qui est un long monument qui l'a toujours, que nous peut expliquer, que nous peut faire ça d'éveil et dire c'est mon bon ben voilà, mais tel bité qui passe là. Parfois, c'est mon qui passe là tous les jours, pas ça, tout ça. Et c'est véritablement ça. Donc, essayer de faire, c'est faire mon comprendre dans l'espace là, il va vivre là, tout ça qui passe. Oui. Et nous, on l'autre côté comme ça, que on ne pas connaître, et on l'autre côté, qu'on a fait mon découvert. Nous, on l'autre côté, puisque l'histoire pays la riche. L'histoire pays la longue, il y a l'eau qui fait par le passé. Nous pouvons partir depuis les Caraïbes, les Caraïbes, vous pouvez retrouver avec les roches gravées des côtés pour expliquer ces mots à un certain nombre d'habitants, jusqu'à les. Vous pouvez faire les Caraïbes. J'ai fait les Caraïbes. J'ai fait les Caraïbes. Ça, vous te fait gagner. Nous n'y Baïf, effectivement, nous avons marché ici Baïf et nous avons marché ici Trois-Rivières. Donc c'est des marchés là, ça spécifiquement. Nous avons parlé de qui gens, les premiers monde venus en Guadeloupe. C'est eux qui découvert la Guadeloupe. Et donc, il faut nous expliquer à qui gens ça passé, qui gens étaient qu'à vivre et qui gens, effectivement, ils ont exterminé eux aussi. Ouais. Et vous trouvez trace à l'histoire là, ça, on veut dire, dans le thème même à la Guadeloupe, qui c'est des roches, qui c'est des monuments, qui c'est des côtés même. Et même aussi des noms, des butins qu'on a utilisés, ou Koui, tout ça, ça c'est des héritages qu'ils ont laissés pour nous. Et puis, gens nous ont fonctionné, cassave, manioc, ça nous a mangé aussi, certaines plantes. Donc, Influence Caraïbe là, il live avec nous tous les jours et aider parfois même à des gens nous a dit un certain nombre d'habitants, par exemple Boucan, sont habités qui viennent de place à Boucané, c'est... Voilà, c'est ça. Et donc, nous sommes partis depuis là et nous avons épuisé thématique jusqu'à les années 67-80, où il y a l'obité qui passait aussi. Ah oui, c'est notre but. Alors, on va faire bien content là, parce que comme vous faites, il semaine passée, on raté ça, mais en cas de ça, quand on fait, il faut Delgrès. Alors, justement, en mois de mai, nous décidons, habituellement, nous avons fait un marché par tous les mois. Donc, on a essayé de faire un minimum tous les mois. Mais moi, là, ça, comme c'est mois de mai, nous décidons que, non, il faut nous parler de l'histoire à ça qui passe en 1802. Avec Ignace Delgrès. Et comme son histoire qui est riche et qui est longue, nous décidons de faire un découp. Le premier coup, là, c'était dimanche passé, effectivement. Et nous avons regardé en qui genre les combats étaient faits à partir du 10 mai jusqu'au 22 mai 1802 à Sibasté. C'est-à-dire à partir du moment où troupe à Napoléon qui était commandé par je pense, débarqué à Siblaïf, à Plessis, justement. Voilà. Jusqu'à temps, effectivement, il a poussé Ignace Delgrès jusqu'à fort là. Et à partir du 22 mai, 21-22 mai, il a séparé. Voilà. Cette histoire-là, ça nous remontait chronologiquement, nous avons marché et nous avons expliqué en qui gens ces combats-là étaient passés. Ouais. Et le monde qui a dans ça, c'est le monde qui a envie qu'on ait ce là, mais c'est des jeunes, des vieux monde qui ont qualité. Franchement, nous avons trouvé toute qualité monde. Nous avons trouvé petit monde, nous avons trouvé grand monde qui a marché. Et non, franchement, nous avons vraiment un public qui est très diversifié. Et puis petit là, d'abord, il était 5 ans. Et puis grand là, d'être passé 70 ans. Mais alors, qui sont les maires, les responsables, les communes qui apprécié bien dans ça? Alors honnêtement, son association, nous c'est roulé, nous avons roulé. Alors pour le moment, nous pas eu contact véritablement avec eux. Avec eux, en fait, pas les mecs qui crient les autres pour alors, faire ça. Non, c'est une initiative vraiment associative, c'est une initiative personnelle même. Mais au-delà de ça, nous quand même, nous avons fait des commandes. C'est-à-dire que si vous voulez
son entreprise, son association, même une collectivité qui veut nous travailler avec eux, pas de problème, nous avons fait 6 commandes, si vous voulez. Mais ça qui est passé dimanche passé et dimanche là, c'est vraiment Mangwa qui a organisé. Alors dimanche passé, c'était il Fort Delgrès, et dimanche ça, le 18, c'est qui ça? Eh bien, justement, nous allons continuer le travail là. Donc, nous arrêtons au 22 mai, mais on n'a pas fini le 22 mai. Donc, semaine prochaine, nous allons, enfin, dimanche à ça, nous allons Saint-Claude. Nous allons Saint-Claude, nous allons regarder qui gens les combats de fait Saint-Claude. Juste en Delgrès, il fait sauter tout comme à le 28 mai 1802. Donc, nous allons partir Saint-Claude et nous allons voir Matouba. Et nous allons Matouba. Voilà. Mais nous allons Matouba, pas au Astel là seulement. Nous sommes en les cases là même. Parce qu'il faut nous savoir que cases là existé toujours. Voilà, c'est ça le monde passe là, c'est qu'effectivement Delgrès sauté, mais carré sur la case là toujours. Et donc c'est ça nous veut montrer ces monde là, c'est que il y a une histoire, mais il y a une histoire aussi physiquement. Et voilà, c'est simplement ça. Aïe, rendre hommage et voyons si songer un petit lumière baillot. Alors, à partir de qui le monde n'a pas parti? Eh bien, nous sommes partis à partir de 7h du matin, devant la mairie Saint-Claude. Et bon, nous avons essayé de venir un petit peu plus avant pour ne pas prendre trop de retard. Et donc après ça, nous avons descendu. C'est un marche relativement moyenne. Combien de kilomètres? Pardon? Combien de kilomètres? Ah, on t'a dit en 5 ou 6 kilomètres. Pas tellement long, mais il y a un dénivelé. Alors, c'est pour ça, bon, nous avons dit que nous avons préparé quand même, c'est un marché, donc il faut mettre des bons souliers, chapeaux, alors justement, dans des marchés comme ça, qui sont des souliers qui sont pour moi? À partir du moment où il y a un bon soulier en pied, un soulier de marche, ou un soulier à courir, elle veut un chapeau en tête, il est bon. Et surtout, mener Kawe, parce que c'est Matouba nouillé, et souvent de fois, ni la pluie. Il faut quand même une petite bouteille d'eau. Absolument. Il faut toujours une petite bouteille d'eau, c'est important. Et puis nous, à la fin, là, on veut nous faire marcher. Nous toujours à proposer un petit didico pour se assembler, pour y ça beau canter aussi, parce que souvent, quand il y a l'eau question, et voilà, ça permet de nous discuter. Mais Saint-Claude Matouba, alors donc, on est parti de la mairie Saint-Claude, on a monté en mode là. Après ça, on rentre en fondé à Matouba là, la case, la carrière sur la là. Et après ça encore, nous allons continuer plus bas, parce qu'il faut savoir que l'habitation d'Anglemont, donc c'est là sauté, pas tenir qui habitation d'Anglemont, tenir tout un système défensif alentour habitation d'Anglemont. Les traçailles toujours. Et nous pas forcément traçailles. Mais ça, nous avons essayé de faire, c'est quand même expliquer ces gens-là. Eh bien, pas aussi là, il y a passé, qui fait tel combat qui fait pas là, qui fait qu'il y a replié aussi telle zone, etc. Et donc, c'est véritablement ça que nous avons fait, c'est non seulement de montrer ces gens-là, expliquer ce qui est passé, mais de montrer où là ça passe. Et on a un bon livre pour ça. On y plusieurs livres pour ça. Et c'est vrai, merci de dire ça, parce que si certains pas fait travail là en amont, ça va être nos richesses là, ça, je dis là. Mais c'est vrai que moi, personnellement, son passion d'histoire, et il y a l'eau où ça a fait encore, même si j'ai un l'eau qui fait, mais il y a l'eau où ça a fait. Alors, moi, quand je pose une question, comment poser Myriam là, lit au Subsidio Massa qui dit qu'il y a une réédition enrichie. Est-ce qu'elle dit papa, il y a une réédité? Alors, nous avons travaillé pour ça. Nous avons travaillé pour ça parce qu'effectivement, nous nous demandons, notamment certaines écoles, certains étudiants aussi qui cachent chez. Ah non, mais c'est des livres fondamentaux. Des références, tout à fait. Et c'est vrai que nous avons travaillé, mais le problème là, c'est que c'est Jazo qui fait l'édition là. C'était là que Jazo a été fait? Oui, c'était Jazo. Et voilà, donc nous avons travaillé ça. Dans tous les donc, cas. il y a une édition 2. Ah oui, ça c'est sûr. Ah non, mais moi, je suis déclassé mon seul, on est passé mon parti en France éveillé. Donc, non, c'est un livre important dans l'histoire de Bastille Delgrès. Et en quelle année il paraît le livre là ça? Alors, dès mémoire, c'est 91. 91 déjà, hein? Ah ouais. J'ai eu un bon petit moment. À l'époque, pas tenu. Et justement, entre-temps, Tinde ou ça qui j'ai fait. Donc, c'est important aussi de rééditer, mais d'importer les nouveautés qui paraissent tantôt. Ok, Gilles, merci de venir. Rendez-vous donc samedi, c'est ça? Dimanche matin. Dimanche matin. Alors, après, on téléphone si c'est oui, bien sûr. Si vous avez plus d'informations, il y a que nous 06 90 64 86 25. 64 86. Et on voit que les places limitées. Oui, parce combien on peut prendre à peu près? Quand même 50 000 à peu près. Pas plus? Maximum. On ne peut pas prendre plus que 50? Parce qu'il y a un lot dénivelé et puis ça n'a pas tellement intéressant s'il y a trop de monde. Il faut nous faire ça pour canter, pour poser des questions, etc. Donc nous avons dit, c'est tellement
matin, dimanche, devant la mairie Saint-Claude. Ok. Et ces billets-là, si c'est parce que nous aussi, nous en billetterie, donc il paye ici Kiwol.com pour aller prendre un billet et un ticket. Voilà. On va essayer de voir un peu vite. Non, ça a trop pris de cases à moment pas vite. Donc, on va essayer pour nous manœuvre. Ok, en tout cas, merci d'être venu. 13h27, on a le temps de développer un troisième titre avec Iman News. Oui, on va parler de la journée mondiale de la fibromyalgie, sensibiliser et soulager. Donc, à l'occasion de cette journée, l'association Fibromyalgie Guadeloupe et Handicap Invisible a organisé une manifestation au domaine de Taonaba pour pouvoir mettre en lumière cette maladie chronique, souvent méconnue, qui se caractérise par des douleurs diffuses et une fatigue persistante. Des ateliers de bien-être, des conférences et des séances de thérapie sont proposés pour informer le public. On voit un reportage de Michel Depape. Aujourd'hui, j'ai voulu mettre à l'honneur déjà, d'une part, toutes les méthodes alternatives que j'ai testées auparavant afin de soulager les douleurs chroniques. Des massages divers, des ateliers de respiration, de yoga, de pilates, de brain gym, de breathwork, toutes des méthodes visant à apaiser le corps et l'esprit. Alors moi, ça fait 2 ans que j'ai été diagnostiquée. Mais ça fait quand même pas mal d'années que je souffre avec des douleurs articulaires, douleurs lombaires. Mais ce sont des maladies chroniques, douloureuses, très très douloureuses. Que des fois, on ne peut même pas se lever de son lit et faire ce qu'on a à faire. C'est une maladie, un dysfonctionnement du système neuroémetteur-récepteur qui donne plus de 100 douleurs qui vont migrer au fil des jours, au fil des heures dans votre corps, plus tous les troubles cognitifs. La fibromyalgie, c'est un peu comme l'autisme. Parce que moi, je suis une personne autiste Asperger, donc c'est fait partie des maladies invisibles. Et donc, c'était très, très important pour moi d'être présent et de montrer à la société qu'on peut avoir un handicap, mais on peut y arriver. Et moi, à la preuve, j'ai pu y arriver. Il y a eu des difficultés, des galères. Donc, c'était tout naturellement pour moi de venir jusqu'ici. Savoir gérer cette maladie, il faut avoir du courage. Et lorsqu'on a à l'entourage les gens qui ne comprennent pas pourquoi on souffre, pourquoi on a mal, c'est difficile. J'ai constaté qu'il y a énormément de patients. Selon la prévalence, il y a plus de 10 000 personnes qui sont atteintes par cette pathologie. Et comme j'ai un devoir de vulgarisation, donc je veux transmettre mes connaissances. Donc pour moi, c'était un devoir, un challenge encore, pour présenter cette pathologie et faire ma petite recherche en fait pour apporter des connaissances. Ça veut pas. Voilà. La deuxième et dernière pause avant la dernière séquence du ZCL. Et on va retrouver dans un instant Indy Arnel et l'INSEE Sylvain. À tout de suite, restez avec nous. Voilà, il est déjà 13h33. Nos derniers invités sont arrivés. L'INSEE Sylvain, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de relations publiques de la Com. Eddy Arnel, bonjour. Bonjour. On ne peut pas attendre ça là. Non. Oui, et Eddy Arnel est venu parce qu'il y a une journée mondiale des publics. Première édition, c'est ça? Oui, on a inventé une journée parce que je vois qu'il y a de superbes journées. Et puis il y a d'autres. J'ai même vu journée du chewing-gum, journée de la mini-jupe. J'ai dit, moi aussi, allons capable de créer une journée. Et je pense que c'est intéressant car on met le focus sur les publics. On veut mettre l'accent en plein feu public, remercier les publics en fait. D'accord. Cette inversion-là, c'est intéressant. On revient vers vous dans un instant. On revient à l'actu rapidement avec Iman Info. Oui, on va parler de l'open justice. Donc, c'est une façon de rapprocher la justice des citoyens. La Cour d'appel donc adopte cette démarche qui permet de renforcer la transparence et la proximité avec les citoyens. Un projet inspiré des modèles anglo-saxons qui permettent de rendre la justice plus accessible et compréhensible. En tout cas, c'est l'objectif. Et Charlie Dagonia était parmi eux pour pouvoir en parler un peu plus avec les protagonistes. Donc nous lançons aujourd'hui quelque chose qui est complètement nouveau dans les Outre-mer en particulier, mais pas que. Nous allons donner la parole aux Guadeloupéens sur leur justice. La justice, elle est humaine.
il n'y a pas de petites affaires qui se jugent dans les juridictions. Ici, même si vous venez au civil et que vous avez un conflit de voisinage, pour vous, c'est essentiel. Si c'est un problème de permis de conduire, votre permis, c'est crucial. Et ne parlons pas de la liberté, la séparation. Et donc, du coup, les juges que nous sommes, avec les directeurs de greffe, le barreau, l'université, on va se regrouper ensemble pour laisser la parole aux personnes qui fréquentent les palais de justice en Guadeloupe, à Basse-Terre, à Pointe-à-Pitre et à Saint-Martin. Eh bien, pour nous, c'est une merveilleuse opportunité, déjà parce qu'on peut participer à cette enquête en allant directement vers les justiciables et en pouvant leur poser des questions sur leur ressenti du service public de la justice. Et c'est aussi une opportunité pour nous parce qu'on a l'occasion, après cette enquête, de bénéficier d'un stage d'1 mois. Des étudiants, grâce à la faculté de droit des Antilles, vont venir entre le 19 mai et le 27 mai dans les différentes juridictions et puis ils vont vous interroger. Lorsque vous êtes dans un palais de justice, vous êtes là pour une audience, vous êtes là parce que vous avez besoin de renseignements, ils vont venir vers vous. Ils vont venir vers vous avec un questionnaire qui est celui qui a été créé par l'Europe, le Conseil de l'Europe. On est très content de pouvoir participer, c'est assez innovant comme projet et puis pour toutes les personnes qui ont du mal à appréhender la justice, qui ont toujours des questions ou des retours négatifs, c'est une bonne idée pour voir les bons points à améliorer et on est ravis de pouvoir participer à ça. Avec cette singularité, c'est que chez nous aussi, non seulement on a parfois des termes techniques, mais aussi on a une population qui parle un peu beaucoup créole et qui parfois ne comprend pas toujours les termes de la justice. Et ce sera l'occasion aussi dans le cadre de cette justice de proximité de pouvoir un petit peu plus expliquer aux justiciables l'intérêt de la justice et aussi le fonctionnement de la justice et répondre à ces attentes. Et nous, barreaux, nous allons aussi faire notre autocritique par rapport aux pratiques qui effectivement ont cours dans nos cabinets par rapport effectivement à nos clients. Si par exemple ils nous disent non mais les audiences ça dure beaucoup trop longtemps, on ne comprend pas vraiment pourquoi on est convoqué à 8 heures alors qu'en fait on va passer à 14 heures, nous on peut se poser la question derrière, est-ce qu'on peut faire par exemple deux horaires de convocation qui seraient, est-ce que ça serait viable ou pas, est-ce qu'on peut le faire en fonction de notre calibrage d'audience. Voilà, c'est ce genre de choses. Il y a toujours des possibilités de s'améliorer. Mais pour ça, il faut savoir ce que pensent les justiciables de leur justice. Voilà, donc l'Open Justice ambitionne de restaurer la confiance dans l'institution et de moderniser le service public. On va voir ce que ça permet d'ouvrir comme porte. On va parler maintenant de la sensibilisation à la préservation de la mangrove. Pour ce faire, des ateliers pédagogiques sont organisés pour sensibiliser les plus jeunes à l'importance de la mangrove. Cette initiative permet d'inculquer aux jeunes la nécessité de préserver l'environnement qui est fragile, menacé par l'urbanisation. On voit un reportage de Nicolas Hatchi qui a suivi ces petits jeunes. La forêt marécageuse qui arrivait jusqu'à la route départementale de Perrin, eh bien, aujourd'hui, elle est ici, juste derrière nous. Et on s'est dit que cette forêt a été détruite par l'homme, elle doit être replantée par l'homme. Et c'est dans ce sens que le Parc national et la ville des Abîmes a monté un projet de reboisement de la forêt marécageuse de Golconde, entre Canal Perrin et Canal Belle-Plaine. Les enfants ont été sensibilisés déjà en amont dans leur établissement pour la sauvegarde de la mangrove. On sait qu'en Guadeloupe, c'est un peu compliqué. Et aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, c'est une expérience extraordinaire parce que ce sont en grande partie des enfants qui vivent à la ville, qui n'ont pas l'habitude des marais, des marécages, de l'eau qui monte jusqu'aux genoux, des bottes. Mais ça se passe dans la bonne humeur et l'enthousiasme. Et ils sont surtout conscients qu'ils sont vraiment en train de participer à une grande action pour leur île. On a planté cet arbre pour agrandir la biodiversité de la nature. C'est une plante très rare. Et c'est pour agrandir la forêt. Dans quelques années, il y aura plein de plantes, ça va grandir et ça va être magnifique. On a fait plusieurs actions. Une présentation des zones humides, en partant de la mer jusqu'à la prairie, en passant par la forêt de mangrove et la forêt marécageuse. Ensuite, expliquer aux enfants ce qu'est un patrimoine naturel et l'action qu'ils vont faire, c'est de contribuer à valoriser ce patrimoine naturel qu'on a reçu de nos arrière-grands-parents pour qu'on puisse le maintenir et le transmettre à nos enfants, nos petits-enfants. Alors voilà, je vous l'ai dit, on va parler un petit peu de spectacle avec la comédie Didier Arnel et on va commencer par la communicante. Bonjour.
Bonjour. Merci d'être venu. Alors, vous êtes venu présenter Abracadabra. Abracadabradar. Oui, Abracadabra. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est aller vers notre population, en fait. C'est vraiment explorer le côté théâtre-forum. Voilà. Leur donner la possibilité d'être acteurs, finalement, de la scène, en fait. Parce que ça va se passer en plein air, en fait. Et de permettre aux spectateurs d'être pleinement actifs du processus créatif. Si je comprends bien, le spectateur devient spectateur. Exactement, c'est une très belle contraction. Ah non, je ne l'avais pas préparé. C'est arrivé tout seul. Il l'a lu quelque part. Alors, je te laisse parler avec Eddie, quand même. Non, alors bon, déjà, le nom est particulier. Pourquoi le choix de ce nom, Abracadabra? Mais je cherchais vraiment à donner une réponse puissante, favorable, pertinente, innovante aussi, à toute cette volonté politique, culturelle, de mutualisation, donc plusieurs arts. Alors je dis, quel nom, comment baptiser, quel concept, comment trouver ce néologisme, en fait, qu'on ait l'impression que tout le monde soit réuni dans ce foyer d'art, ce foisonnement rhizome, hybride, artistique. Et à force, j'ai beaucoup raturé, à force, bingo, voilà, j'ai été visité par ma muse, une de mes muses, je crois. Et donc, le terme abracadabra est venu et j'ai dit, il y a quelque chose à faire là. Parce qu'il y a le l'art n'est pas très loin dans tout ça. Et Cabwa. Le Cabwa, le jeu populaire, la petite voiture en bois. J'ai dit, c'est génial. Et j'ai trouvé tout de suite, tout s'est enflammé en moi. C'est des rencontres très particulières, en fait, entre l'artiste et la création. Et nous savons que c'est ça, quoi, parce que ça équilibre. Abracadabra. Justement, dans cette journée, donc l'idée, c'est d'aller vers ce processus créatif avec le public. Oui, parce qu'en même temps, il y a une inversion. Les artistes, nous, artistes, on joue. Et le public est toujours dans cette dimension de passivité. Il reçoit le spectacle, il peut peu ou prou aimer, il y a des choses qui pourraient le gêner, et il n'a pas droit au chapitre, quelque part, aussi peu. Si on inversait, si les artistes, maintenant, se mettaient public de leur public, faire que le public maintenant fasse le spectacle, rejoue des pièces du spectacle, d'où ce côté puzzle. Cette scène-là, j'ai pas trop aimé, est-ce que ça peut être que ça, ou j'ai pensé à ça. Donc le spectacle est livré à ce public-là, c'est ça le principe, en désordre. Le public est roi et les artistes sont comme les fous du roi. Ils vont offrir un spectacle en désordre. Et le challenge, ce qui est excitant, c'est que le public retrouve l'ordre. Et là, on verra à quel point chaque tête, chaque l'esprit. Et comme aussi, sans des autres qu'à mettre en l'ordre. Et regardez le peuple refaire l'histoire et tout. On vient de voir là, tu l'as annoncé, Open Justice aussi. C'est tout le temps la justice qui va dans un sens. Et si on laissait, puisque c'est aussi un challenge, un parti pris... c'est danser avec le chaos, presque, on va dire. Exactement. Et c'est intéressant. Oui. Mais on parle de citoyenneté active, démocratie participative, nouvelles écritures, industrie culturelle, créative. Et de plus en plus, il est fondamental d'inviter le peuple, inviter la cité à se dire, en fait. Et donc, la structure, la Comédie Arnelle, nous saluons, nous faisons coucou à cette présidente Mélissa Courtinard, qui est la présidente de la structure de ma structure de théâtre professionnel, pour tout le travail qu'elle a accompli en mettant cette compagnie à flot. Donc, rouleau, bravo. Et grand merci aussi à cette chargée des relations publiques qui est à mes côtés, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il n'y aura que du théâtre ou bien il y aura d'autres artistes? Tous les arts, il y a pas mal d'artistes, c'est très bien. Pour soutenir le projet. Ben oui, et c'est très bien, parce que sinon je les aurais oubliés. Bon, je me ferai... Bon, ils vont me taper sous les doigts. Nous avons une slameuse, Chrysalide, que la Guadeloupe commence à connaître parce qu'elle a un talent assez fou, qui va faire ses débuts carrément avec nous au théâtre. Nous avons Xavier Chasseur, le grand chorégraphe danseur, qui nous fait cet honneur aussi d'être avec nous. On a Lynn Udino, qui est une chanteuse lyrique et qui aussi touche aussi à la poésie, à la peinture. On va découvrir Lynn sous un autre aspect, en fait. Il y a Manuel Bolbec, BML, Loulou, que pas mal de gens connaissent, hein. C'est l'activiste, influenceur, tout ce qu'on veut. On a
Charlène Durimel, chanteuse, qui va aussi donc nous gratifier de sa présence. Est-ce que j'ai cité tout le monde? Je pense que oui. Oui. Il a quasiment tout dit, d'autant qu'effectivement... Mais il n'a pas dit où ça se passe, ni quand. Ah ben voilà. Alors, excusez-moi. c'est samedi 24. Samedi 24. Oui. L'UNICEF, c'est bien ça? Samedi Oui, 24. c'est bien ça. C'est le samedi 24 et ça se passera le parvis au centre Sonis culturel de Sonis. Ah, Sonis, la Sonis, ça oui. se passe, oui. Désolée. Non, elle est sous l'effet de... Non, voilà, je suis pas habituée. Tu ne t'attendais pas à ce que je balance tout ça? Non, mais écoute, tu maîtrises le sujet. Donc, effectivement, je n'ai pas trouvé quoi que ce soit ajouté, si ce n'est qu'effectivement, l'envie, c'est que le public vienne très nombreux mettre en scène, finalement, ce spectacle. Mais quand même, Lindsay, vous avez déjà vu le spectacle? Les répétitions, vous avez vu déjà un peu ce que Oui, quand même. Alors, dites-nous un petit peu comment ça se passe. En gros... Alors, le but quand même, c'est que chaque artiste viendra nous poser sa compétence et ce pourquoi il est doué. Et tout le jeu là-dedans, c'est qu'effectivement, ça soit le public qui remette en ordre. Donc, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'on a vraiment voulu... reprendre aussi les codes du théâtre forum, de tous ces mouvements des années 60 qui donnent la parole réellement au public. Donc, tout l'équilibre va être dans le fait de ne pas inhiber le public en étant trop structuré, mais en même temps donner envie et donner à voir. Donc, je ne veux pas trop en dire parce qu'il faut trouver... Voilà, on ne peut pas spoiler. Mais visiblement, vous êtes déjà bien habité par le théâtre... dédié quand même à ce que vous dites quand on entend... Mais j'aime beaucoup parce qu'effectivement, on est habitué à un théâtre statique où on se pose et on reçoit juste de l'artiste. Oui. Avoir l'opportunité de s'exprimer, de pouvoir... finalement être actif, se lever de sa place de spectateur et mettre en scène. C'est vraiment l'objectif qu'on veut atteindre avec ce projet. C'est que le spectateur se sente libre de mettre en scène, d'inverser cette valeur, de corriger. Et ce qui est beau, c'est que je trouve que ça va avec finalement notre peuple, notre façon d'être, le verbe haut de notre Guadeloupe. Et je trouve ça magnifique qu'il ait cette occasion-là, en fin de compte, de réellement se dire non, j'aurais dit ça comme ça, j'aurais utilisé cette gesture-là, mon corps aurait parlé comme ça. Donc oui, peu d'artistes ont assez d'assurance, comme a pu dire votre collègue, de se prêter au jeu du chaos et la solidité finalement de se donner comme ça à son public. Oui, ça me parle énormément. Vous avez fait de la comédie déjà, du théâtre? Je ne suis pas actrice, mais effectivement, Eddie m'a introduit au théâtre, m'a donné envie. Voilà, m'a donné envie finalement d'explorer le sujet. Elle parle bien, hein? Mais oui, elle parle bien. Elle parle bien. Il n'est pas encore chauffé, mais là, il est chauffé pour dire stop. Quoi dire, stop. Non, il y a quand même toute une culture. C'est pour ça qu'on a fait appel à elle, sa façon, une vision, une sensibilité. Elle ouvre le monde à n'importe quel concept qu'on peut poser sur la table. L'INSEE ouvre tout un monde et ça nous englobe. Moi, j'adore parce que ça donne justement du grain à moudre. J'ai oublié un artiste que je vais citer là maintenant, n'est-ce pas? Marf, François Martin. Il est rappeur assez extraordinaire. Rappeur, poète. Il y a tout. C'est abracabradar quand même, monsieur. Hein? Abracabra. Commencez par Abra, ensuite pensez à Cabra. Cabra. Et faites restant là. Oui. En fait, les devantures, on cherche à faire en sorte que les devantures des salles de spectacle soient transformées en musées. Un musée vivant d'art et d'animation contemporaine. Et des artistes seraient donc au sortir en fait de ces salles de spectacle pour arrêter avec l'entre-soi, que les spectacles ne soient pas enfermés dans des salles. C'est vraiment le hors les murs qu'avait commencé il y a dans le temps à la fleur avec au niveau de l'archipel et que maintenant Gérard Poumarou aussi dans sa culture hors les murs. Oui. Donc on est de cette mouvance-là pour qu'il y ait davantage de cohésion, de dynamique dans les contrats de ville, Cap Excellence, et c'est aussi de créer une synergie, de faire en sorte que l'habitant puisse participer pleinement à sa vie artistique, culturelle et tout. Donc c'est le rôle de la Comédie Arnelle. Avec, nous avons
il y a d'autres chargés de la communication, et Néaol, je pense, monsieur Cédric Pendy, pardon. Excuse-moi, Cédric, qui fait un travail sur les réseaux sociaux extraordinaire. Enfin, je suis content parce qu'enfin, je suis entouré de spécialistes et de gens très intéressants. Et enfin, que commencer à dire, ah, il passe si fou qui ça, parce que je sais que par moment, certains, ma folie. Mais alors, est-ce que c'est un one-shot ou bien il y aura une suite? Ah, c'est à la fois un one-shot, mais qui va, justement, très belle question, je vous remercie de l'avoir posée, n'est-ce pas? En juin, vous pourrez mieux connaître vos artistes parce qu'on prépare encore des rendez-vous où il faudra deviner tout le nan-nan de l'artiste. Je ne veux pas trop en révéler, mais c'est vrai que pendant tout le mois de juin, ça va donc... Le Cabra va continuer à rouler. Oui, il faut toujours que les publics aient à se dire, et un an ne sera pas de trop, et l'année prochaine, on sera encore là, parce que c'est juste, dorénavant jusqu'à prochainement, c'est la première, la journée mondiale des publics. On veut vraiment faire prendre conscience que c'est maintenant à vous, public, de dire qui vous êtes, ce que vous pensez d'un spectacle, et on espère que les artistes seront prêts à jouer le jeu, à se mettre carrément en toute humilité, mettre leur grammaire au service d'un public qui a soif, qui a envie d'entendre, pour que cette Guadeloupe soit un peu plus pertinente et que ça bouge plus. En fait, c'est ce qu'on souhaite. Qu'on vouloir de plus, voilà. Oui. C'est bien ce qu'il fait. Bah oui, moi je trouve ça extraordinaire et c'est vrai que j'ai envie qu'on soit tous acteurs en fait, c'est ça, c'est arrêter une forme de snobisme de l'art. On peut tous réveiller l'artiste en nous et la pratique artistique peut s'appliquer à tout niveau, à tout public, à tout moment. Et je pense que c'est ça la grande idée. Je vous encourage à commencer commençons par vous-même, parce que vous avez ce qu'il faut. En tout cas, merci Eddy. Rendez-vous donc le 24. À partir de 16h, à moi 16h. De 16h à 18h. Ouais. C'est juste quelque chose pour en fait, la famille, quelque part. Vraiment de l'innovation, ça. Général, le spectacle, c'est toujours après 19h, etc. Là, c'est 16h à 18h. Mais il est temps de changer les choses. Comme vous changez les choses au niveau de l'audiovisuel, je vous en remercie. Et qu'on puisse venir avec nous voulons changer son enfant, voilà, qu'on puisse vivre le théâtre tous ensemble. Open source, on dirait. Voilà. Exactement. Voilà. Bien. Ben, merci. On fait un petit rappel de nos invités. On a reçu Julien Mérillon avec son ouvrage Autopsie politique du massacre de mai 67, parce qu'il y aura un pic à parole vendredi, ce vendredi à partir de 19h à la médiathèque Achille René Boisneuf à Pointe-à-Pitre avec Alain Andrea, Georges Combé, Émile Hernatus, Hubert Jabot, Julien Mérillon. Bien sûr, on va parler de mai 67. Il y a aussi cet ouvrage sorti à l'époque, c'est Hubert Jabot, maître Jabot qui l'a fait. C'est un entretien avec deux avocats, dont un Guadeloupéen, Frédéric Montagne, disparu il y a 15 jours, et Henri Leclerc, qui était au procès de mai 67. On a reçu aussi Le Pavé, je l'appelle, de Marlene Dabrion, Faire face à la maladie mentale. Alors, c'est un gros livre, je ne vais pas mentir, on va pas lire tout. Hein. Mais non, je ne vais pas raconter de bêtises. Non, c'est un bouquin très spécialisé pour des spécialistes, que je ne suis pas spécialisé dans la psychiatrie, mais enfin, ça m'a appris quand même quelques petites choses, et c'est intéressant. On a reçu Gilles Anduze pour autre chose, pour le Mangwa. Le Mangwa, c'est Marché en Nation Guadeloupe. Et là, ce dimanche, ils seront à Saint-Claude. Un parcours pédagogique pour mieux connaître notre histoire sur les traces de l'histoire de la Guadeloupe. Et puis, on vient de terminer en théâtre avec Eddy. Dites le mot, dites Abracabra. Oui, down. Oui, abracadabra avec l'INSEE qui nous a donné toutes ces émotions en direct, live. Vraiment, c'est pas. Oui, non, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du voilà. jeu. En Ça tout fait cas, partie du jeu. Et le rendez-vous est pris pour l'autre samedi, le 24 mai. Et on termine avec le rappel des titres de l'info. Au niveau des titres, on a parlé de la CNBT qui a lancé le GALPA, donc un plan pour les marins-pêcheurs qui permettra de financer des initiatives locales visant la valorisation des produits de la mer et la structuration de la filière. Il était aussi question de la journée de la fibromyalgie, donc mieux connaître cette maladie chronique qui impacte de façon personnes, notamment en termes de douleur et de fatigue. Donc une journée était dédiée à cette maladie. On a aussi évoqué l'open source, donc une façon de rapprocher la justice des citoyens
pour permettre la transparence et la proximité. C'est l'objectif en tout cas de cette démarche. On a vu la sensibilisation à la préservation de la mangrove, notamment avec les jeunes qui ont pu, avec un atelier pédagogique, être sensibilisés à la biodiversité. Et on a terminé avec les foulées, ou on a commencé même avec les foulées de Petit-Bourg, donc événement qui a eu ce week-end pour avoir un sport qui devient de plus en plus inclusif. Voilà, 13h56, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à partir de 12h30 pour une autre édition et une autre édition. Viens avec nous, viens au théâtre. Voilà, et donc on se retrouve demain à partir à la même heure. Pourquoi faire oui? C'est quand même pas mauvais. Bon, au revoir. Iman, moi c'est Iman. Iman seulement. J'ai rien mis derrière. Okay, Iman. Bon, voilà. Okay. Le rendez-vous est pris. La réalisation était assurée par Jordan et avec Stéphane. Tous les jours, nous sommes ensemble avec vous et demain, nous sommes là encore. Allez, bye bye.